Gros dossier en fin de semaine dans le Journal de Montréal, Karima, sur le Québec Inc. Toutes sortes de données qui se percutent et qui quand même signalent une chose au moins, c'est que on n'est pas dans l'âge d'or du Québec Inc. Disons-le ainsi. Là, j'ai même appris sous la plume de Sylvain Larocque que le nombre d'entrepreneurs au Québec a atteint son plus bas niveau depuis 1980. Ils sont 123 000 au Québec. Tu sais, 123 000, on entend ça, puis on se dit quand même du monde, là, 123 000. Il y a des villes de 123 000 personnes, sauf que c'est moins qu'en Ontario, c'est moins qu'ailleurs au Canada, c'est certainement moins qu'aux États-Unis. On va en parler avec un entrepreneur, Philippe Richard-Bertrand, qui est avec nous tous les lundis. Bonjour, Philippe Richard. Salut à vous deux. Je ne sais pas si c'est de ça précisément dont tu voulais nous parler, mais je veux t'entendre en tout cas sur le 123 000, plus bas taux depuis les années 80. Comment t'expliques ça? Je pense que la sortie de la pandémie, puis la pandémie a été extrêmement difficile pour l'entrepreneuriat au Québec et partout ailleurs. Après ça, certaines décisions du gouvernement du Québec ont fait en sorte que on a décidé de miser beaucoup sur certaines grappes industrielles ou sur certaines industries. Pense à la filière batterie, pense à... après ça, je veux pas revenir si c'était un bon choix ou un mauvais choix. Je fais juste que le gouvernement du Québec a fait des choix, a émis des politiques, a subventionné des secteurs d'activité et malheureusement, la rentabilité des choix qu'on a faits n'a pas été au rendez-vous. Donc, c'est un peu le retour de l'ascenseur de ces décisions-là. Par contre, les entrepreneurs qui restent, là, tu comprends, ceux qui travaillent, puis effectivement, il y a un très beau dossier dans le Journal de Montréal sur une quarantaine d'entreprises qui pourraient être le Québec Inc. de demain, si tu veux. Mais c'est beau de voir que quand même qu'il y a une résilience entrepreneuriale au Québec. Là. Les gens, souvent je casse du sucre. Là, je suis très dur envers notre Québec, mais on a des travailleurs et on a autant des travailleurs que des entrepreneurs extrêmement résilients puis qui essayent de se forger une place mondiale. Là, quand tu regardes là, aujourd'hui, une petite PME de Saint-Ephrem-en-Beauce, à cause des technologies, peut avoir un marché international. Là. C'est ça qui est beau de voir. Il va falloir qu'à un moment donné, on ait au Québec des institutions qui vont venir aider les entrepreneurs dans la prise de risque. C'est ça qui nous manque par rapport à, aux États-Unis. Les États-Unis, les fonds de capital de risque, les institutions gouvernementales ont souvent, généralement, une propension plus importante au risque, ce qu'on n'a pas. Puis nous, avec la déconfiture qu'il y a eu dans plusieurs placements du gouvernement du Québec, là, c'est pire. Oui. On ne veut plus risquer pendant tout. C'est ça, puis c'est plate parce qu'on en parlait la semaine dernière avec Martin Bouchard, là, qui a fondé Qscale, puis on lui a posé la question, est-ce que l'échec de Nordvolt va faire en sorte que le prochain gouvernement, que ce soit la CAQ, le PQ, les libéraux ou QS, est-ce que ce gouvernement-là va aller de l'avant avec des investissements pareils quand on sait qu'on est comme traumatisé au Québec là, par l'échec de Nordvolt? Il y a plusieurs. Oui, effectivement, on est traumatisé par que ce soit Nordvolt, Lion électrique, Nemaska ou Lithium, je pourrais t'en nommer là, une panoplie. Là. On vient de passer 4 ans en termes d'investissements gouvernementaux vraiment pas très jolis. Mais il faut faire attention. Est-ce que le gouvernement est là pour subventionner tout ce qui existe? Non. Le gouvernement devrait être là pour aller aider une entreprise qui a déjà un peu fait ses preuves à prendre un peu plus de risques. La problématique qu'on a eue dans les 4 dernières années, donc, du moins les choix qui ont été faits, c'est qu'on a investi dans des compagnies qui étaient à l'étape du dessin. Là. Tu comprends, on avait un approach fait entre 4-5 chums. Là. Puis on cherche notre premier investissement. On n'a pas encore de clients. On ne sait pas comment qu'on va l'assembler. Aujourd'hui, je vais revenir 2 secondes sur Nordvolt. Nordvolt, en Suède, ne savait pas comment assembler une batterie. À ce jour. Alors, tu comprends que les chances qu'on réussisse dans n'importe quel autre territoire mondial où Nordvolt était à l'époque, les chances de fonctionner, c'était minime. Ben oui. Pense à Ford. Là. Ford, quand il a bâti son premier véhicule, il n'a pas lancé en parallèle 7 usines. Il a fait une usine, puis quand il a maîtrisé comment on construisait un modèle de véhicule, il a dit, OK, parfait, on va aller bâtir une autre usine en Europe, au Canada, peu importe. Mais là, c'est pour ça que je te dis, mais le gouvernement ou le futur gouvernement, s'il veut qu'on ait des PME
qui arrêtent d'être vendues à des Américains et des Européens, il va falloir qu'elles aient aidé les entrepreneurs dans ce partage du risque-là. Et je veux revenir sur le chiffre qu'avançait Rémi quand il dit que le nombre d'entrepreneurs a reculé, qu'il faut remonter à 1980 pour en retrouver moins qu'aujourd'hui, là, comme on le voyait dans l'article. Il y a le directeur général de l'organisme Québec Tech, Richard Chénier, lui, il dit qu'il y a 60 à 70% moins de start-up qui ont été créées au Québec dans les 5 dernières années que pendant la bulle. Mais dirais-tu peut-être qu'il y avait quelque chose d'artificiel aussi, là? À un moment donné, tout le monde pensait là, qu'ils allaient créer le prochain, je sais pas quoi, là, le prochain Apple ou un truc comme ça. Puis il y a peut-être aussi un retour à une forme de réalité là, sur la question des entreprises, par exemple technologiques, qu'on se rend compte que finalement, on peut pas faire non plus n'importe quoi. Ben, en fait, je pense que ça revient à ce que je disais au départ. C'est jusqu'où tu es prête à prendre du risque. Aux États-Unis, qui est un peu la mecque des startups dans le monde. Là. Il se crée tellement de startups et d'idées. De perdre $1 million, de faire faillite, ça fait partie du quotidien là, des entrepreneurs américains. Nous, c'est très mal vu. Donc, tu sais, il y a un aspect culturel à ça. Sauf que pour bien connaître Richard Chénier, Richard a travaillé avec Québec Tech à l'époque avec le Santec qui est relié, qui est un incubateur relié à l'École des technologies supérieures. Mais tu sais, on a plein de gens comme ça qui travaillent à tous les jours pour aider les startups à s'implanter, leur trouver des partenaires financiers qui vont partager le risque. Parce que là, on a 2 problèmes en parallèle, puis ça sera le sujet d'une autre chronique. Mais tu sais, on a un problème qu'il n'y a pas de start-up qui lève. On a un problème où est-ce que tu as 10 000 entreprises, juste dans la Montérégie, là, 10 000 entreprises qui n'ont pas de repreneurs. Là, je te parle pas d'entreprises en difficulté financière ou moribondes. Là. Je te parle d'entreprises qui ont des profits, un bon produit, mais qui n'ont pas de repreneurs. Pourquoi? Mais parce que, encore une fois, il n'y a pas de prêteurs financiers qui sont prêts à aller aider les jeunes qui veulent racheter ces entreprises-là. Alors, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Les Américains, en ce moment, là, les Européens, surtout avec la force du dollar et la force de l'euro, font toutes leurs emplettes au Canada. Parce que, tu sais, quand c'est américain, là, puis t'achètes une business, là, je vais donner des chiffres, 1 million canadien. Finalement, elle ne coûte pas 1 million canadien, elle coûte 600 000 US. Ben ouais. En ce moment, ça, là, moi, ce qui me fait très, très peur, c'est on n'a pas de jeunes pousses, donc on n'a pas de start-up. Après ça, tu as toutes les entreprises du milieu qui opèrent, qui font des profits, qui donnent de l'emploi. Puis après ça, tu as ceux de la fin qui, eux, l'entrepreneur qui est à la tête de cette entreprise-là, il a 73, 80 ans, il aimerait ça passer à la caisse. Il ne trouve pas de Québécois pour l'acheter parce que l'acheteur n'a pas d'argent. Donc, il se retourne vers les États-Unis. Puis c'est comme ça qu'on voit, tu sais, Lumen Pulse, qui est un très beau succès, puis cette entreprise-là a eu des difficultés et tout, mais a été vendue la semaine passée. Tu sais, puis après ça, Saint-Hubert Barbecue, ça a été vendu à une compagnie de l'Ontario. C'est ça qui nous arrive. Oui, mais Philippe Richard, on n'a pas de prise de risque. Il y a un truc, par contre, mettons qu'on anticipe là, que du jour au lendemain, façon de parler, la culture change au Québec, qu'on se met à investir plus, que les gouvernements s'en mêlent. Tu penses-tu vraiment qu'on va être de bonne foi? Parce que moi, je suis entouré de gens qui appartiennent plus à ce qu'on appelle la droite de Québec. C'est du monde qui casse beaucoup de sucre sur le dos du Québec, puis souvent c'est mérité, là, je veux juste le préciser. Mais souvent, je les entends dire que le gouvernement ne devrait pas se mêler de ces affaires-là, que les entrepreneurs devraient faire preuve de plus de... Est-ce que si du jour au lendemain, le gouvernement allait de l'avant avec des investissements, ça ferait quand même l'affaire de tout le monde au Québec? Il y aurait encore, j'imagine, bien du monde qui trouverait ça ticoun, que ce soit le gouvernement qui pousse dans le dos des entrepreneurs. Je suis d'accord, mais si c'est pas le gouvernement, il faut que tu donnes des allègements fiscaux aux entreprises qui vont le faire. Pense aux... Tu sais, ce qui a créé la prospérité du Québec dans les années 80, excuse-moi, c'est les REA, OK? Les REA, ce que ça faisait, là, c'est un régime, c'est Jacques Parizeau qui a fait ça. Ça te permettait d'investir dans une entreprise, OK, québécoise, OK? En d'autres mots, c'est une entreprise privée.
puis tu peux prendre l'équivalent, là, je le vulgarise, là, mais tu peux prendre l'argent de ton REER puis d'investir dans une de ces entreprises-là qui avaient eu leur certification REA. Ça a créé les couche-tard, ça a créé les bombardiers de ce jour. Et moi, j'ai écrit un texte là-dessus, là, si les auditeurs nous écoutent, le fait de Philippe Bertrand, REA, j'ai écrit un texte là-dessus il y a 1 an et demi dans le Journal de Montréal en disant pourquoi qu'on relance pas les REA 2.0? Est-ce que c'est normal, selon toi, que moi, là, je peux acheter des actions de SpaceX, mais je peux pas acheter des actions de la compagnie de mon beau-frère pour l'aider? En connaissant le risque qui vient avec, puis mon beau-frère va peut-être se péter la gueule, puis tout, mais tu peux acheter des SpaceX demain matin, en 5 secondes, mais tu peux pas investir dans le business de ton beau-frère. C'est ridicule. Non, c'est ridicule. Ça fait aucun sens. Alors, j'ai hâte de voir, puis c'est pour ça que j'avais écrit un texte il y a 1 an et demi, mais y a-t-il un gouvernement qui, tu sais, on s'en va en élection, là. Mm-hmm. Il faut qu'un gouvernement mette un régime 2.0 du REA de l'époque qui avait été extraordinaire pour le Québec. Pourquoi? Mais on avait permis à des Québécois d'acheter des entreprises québécoises. En plus, on garde notre argent. Là. Quand tu achètes des actions de SpaceX, là, oui, tu contribues à ton enrichissement personnel, mais tu n'as pas aidé la cause du Québec 2 minutes. Là. Mais en tout cas, tu ne contribues pas à ton enrichissement personnel ces temps-ci. Je vais te dire une affaire, parce que j'ai acheté une action de SpaceX il y a 1 mois. On va pas très bien. Là. Je fais des petits picots dans mon dos. Ouais. Non, mais il y a quand même un point important. Là. Tu sais, Rémi, tu dis, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais c'est pas au gouvernement, puis tout ça. Puis tu as mentionné quand même, Philippe Richard, cet élément-là. Tu parles des REA et tout. Mais c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question, à un moment donné, c'est le rôle de l'État de créer un environnement d'affaires, pas nécessairement de commencer à financer tout le monde, là. Non, effectivement. Mais ça passe carrément par des allègements fiscaux. T'sais, encore une fois, je ne veux pas remettre la même cassette, là, mais pourquoi qu'on paye 7 % de plus au Québec de charges sociales? Enlève ce 7 %-là, c'est 7 % de plus. L'entrepreneur, le vrai entrepreneur, OK, il n'augmentera pas son salaire avec le 7 % là. Il va embaucher 2 personnes de plus. Ouais. Fait que l'urgence, Philippe Richard, là, parce que là, ça va être la campagne électorale. J'ai l'impression que c'est le moment pour les entrepreneurs de sortir, puis d'être justement audibles, puis d'arriver avec des propositions concrètes, puis de dire, regardez, le Québec In, ça prend ça si on veut être dans cette idée de créer des emplois, de créer de la richesse. Tout le monde veut ça. Là. Fait que l'urgence numéro 1, c'est quoi? Bien, l'urgence numéro 1, selon moi, là, c'est ma perception à moi, Philippe Bertrand. Je pense que le gouvernement du Québec, en fait, j'ai 2 idées. Recréer une version des 2.0 des REA. Et la deuxième, c'est de trouver des allègements fiscaux pour les entrepreneurs qui investissent de l'argent. Si tu forces un entrepreneur, tu dis, hey, si tu mets de l'argent, là, tu investis dans embaucher du monde, développer un nouveau produit, on va te donner un allègement fiscal. Tu comprends que cet argent-là revient dans l'économie, là. Il va réembaucher du monde, il va acheter une machine de plus. On fait juste rouler. Ce qu'il faut arrêter, c'est les subventions avec aucune garantie de résultat. Merci beaucoup, Philippe Richard Bertrand, candidat expert en commercialisation en technologie. Tu es avec nous tous les lundis.